Bonsoir Harry. J'ai interrompu le cours de tes pensées, hein. Je les vois s'estomper dans tes yeux. Non, pas du tout. Comment vas-tu, Luna? Très bien. Salut, c'est Sai et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de personnages de Luna Lovegood dans la saga Harry Potter. Pour tout vous dire, c'est en jetant un œil à mes précédentes vidéos que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnages Gryffondor. Exactement le même nombre de personnages Serpentards, il y a même eu un Poufsouffle avec Norbert Dragono, mais aucun personnage de la maison Serre d'Aigle. Et je trouvais ça dommage parce qu'il se trouve que justement, je suis Serre d'Aigle. Donc comme cette vidéo est censée sortir le 14 juillet, aujourd'hui c'est mon anniversaire, je viens d'avoir 28 ans, j'avais envie de parler d'un personnage de ma maison. Et qui de mieux pour ça que notre chère Luna. Elle a un rôle bien particulier dans l'histoire, donc en plus il y a pas mal de choses à en dire. Alors on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour l'analyse de personnage 56 consacrée à Luna Lovegood. Un gnome de jardin vient de me mordre. La salive de gnome est très bénéfique. Xenophilus Lovegood, nous habitons juste de l'autre côté de la colline. Enchanté, monsieur. Luna Lovegood est née le 13 février 1981 d'un père sorcier Xenophilius et d'une mère sorcière Pandora. D'après les dires de Luna, sa mère était une sorcière extraordinaire qui aimait faire des expériences. Malheureusement, un jour, elle décéda suite à l'un de ses sortilèges qui avait mal tourné, laissant la petite Luna seule avec son père alors qu'elle n'avait que 9 ans. Dans le monde de la magie, la famille Lovegood a toujours été connue pour son excentricité, à l'image du prénom Xenophilius qui est inspiré de deux mots grecs, xénos signifiant étranger et philos signifiant amour. Ce qui pourrait donc se traduire par l'amour de l'étrange. Et cet amour de l'étrange définit aussi bien le père que la fille. Luna croit d'ailleurs tout ce que son père écrit dans le Chicaneur, un journal qualifié de loufoque par la majorité de la communauté magique, car il est difficile d'y discerner le vrai du faux, entre certains faits pourtant bien réels et d'autres qui sortent tout droit de l'imagination débordante de Xenophilius. C'est quoi un joncheruine? Ce sont des créatures invisibles, elles entrent dans tes oreilles et t'embrouillent le cerveau. C'est donc avec une imagination tout aussi débordante et une ouverture d'esprit à toute épreuve que Luna entre à Poudlard en 1992, un an après Harry Potter et la même année que Ginny Weasley. Elle intègre sans surprise la maison Serre d'Aigle car en effet, l'intelligence, la sagesse, la créativité, l'originalité et surtout la curiosité semblent parfaitement définir notre chère Luna. Et ce sont toutes ces qualités qui vont lui permettre de jouer un rôle essentiel dans l'histoire. Ils sont très gentils en fait, mais les gens les évitent parce que ils sont un peu... Différent. Mais avant d'aller plus loin, attardons-nous un instant sur le prénom Luna, qui vient du latin et qui signifie tout simplement lune. Waouh, sans blague. À de nombreuses époques, les croyances populaires ont voulu que la lune soit à l'origine de la folie. Encore aujourd'hui, certains vous diront que comme la lune a une influence sur les marées et que les êtres vivants sont composés d'eau, il semblerait donc normal que les cycles lunaires aient une influence sur notre comportement. Je suis sûr que dans votre entourage, par exemple, il y a au moins une personne qui dit avoir du mal à dormir les nuits de pleine lune. Toutefois, je me dois de préciser qu'à ce jour, aucune étude scientifique ne permet de valider cette affirmation. Il semblerait donc que ce soit plus un mythe qu'une réalité, même si, évidemment, chacun est libre de croire ce que bon lui semble. Étonnant ton collier. C'est un talisman en fait. Il repousse les nargoles. Quoi qu'il en soit, le prénom Luna est clairement associé à cette idée de folie. Et comme si ça ne suffisait pas, son collier constitué de bouchons de bière au beurre, ses boucles d'oreilles en forme de radis, sa tendance à lire des livres à l'envers et surtout ses nombreuses croyances, sont à l'origine de moqueries de la part de ses camarades qui lui ont attribué le surnom peu flatteur de Loufoka. Et lors de leur première rencontre, même Harry s'est senti très mal à l'aise à ses côtés. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'il était vital pour lui qu'il la rencontre à ce moment précis. Je vous présente Loufokalov. Luna Lovegood. Luna était présente à Poudlard dès Harry Potter et la Chambre des Secrets, mais il faudra attendre Harry Potter et l'Ordre du Phénix pour enfin la rencontrer. Faisant suite à la mort de Cédric Diggory, qui avait marqué un tournant décisif dans la saga, ce 5e tome était beaucoup plus sombre que les précédents. Il marquait notamment l'arrivée de Dolores Ombrage et de Bellatrix Lestrange, deux personnages qu'on pourrait aussi qualifier de folles, mais pour des raisons bien différentes. Je suis donc convaincu que ce n'est pas un hasard si J.K. Rowling a choisi ce tome pour
pour nous présenter ces trois personnages en même temps, comme si Luna était là pour contrebalancer la folie destructrice de Dolores et Bellatrix, en nous offrant une autre vision de la folie, une folie douce, une folie qui permet peut-être de voir le monde plus beau qu'il ne l'est réellement. Tu ne deviens pas fou? Moi aussi, je les vois. Tu es aussi sain d'esprit que moi. Et ce n'est donc pas anodin si la rencontre de Harry avec Luna coïncide justement avec sa découverte des sombrales, car d'une certaine manière, Luna va aider Harry à faire son deuil. Tout au long de l'année, Harry est rejeté par les autres car personne ne croit au retour de Lord Voldemort. Il a donc vécu tout un panel d'émotions, de la colère à la tristesse en passant par la culpabilité, des émotions tout à fait naturelles dans ce genre de situation, mais qui peuvent s'avérer destructrices si l'on ne parvient pas à les exprimer. Or, s'il y a bien une personne qui sait ce que c'est d'être rejeté, de ne pas être cru et surtout de vivre un deuil, c'est bien Luna. Je suis très triste parfois quand j'y pense. Mais j'ai mon père. À propos, lui et moi, on te croit. Dans le livre, on apprend qu'elle lui permet de s'exprimer dans le chicaneur pour qu'il puisse dire toute la vérité sur les conditions de la mort de Cédric. Alors oui, pas grand monde n'accorde de crédit à ce journal, mais peu importe, car le simple fait d'en parler est une étape essentielle pour l'accepter. Je suis donc persuadé que le premier rôle de Luna a été de permettre à Harry de faire son deuil, pour qu'il puisse continuer de se battre. Et cette sensation est renforcée par le fait que le patronus de Luna est un lièvre. Symboliquement, le lièvre est associé à la lune et à la terre. Il représente le cycle perpétuel de la vie quand la nature se régénère après un hiver vigoureux. Et permettre à Harry de se régénérer après la mort tragique de Cédric, c'est un peu ce qu'a fait Luna finalement. Mais le rôle de Luna dans cette histoire ne s'arrête pas là. J.K. Rowling elle-même l'a d'ailleurs définie comme l'anti-Hermione car elles sont opposées en tout point. Quand Hermione privilégie les connaissances et le savoir, Luna fait appel à sa curiosité et à son imagination. Quand Hermione cherche avant tout la maîtrise, Luna fait preuve de spontanéité. Mais attention, cela ne veut pas dire que l'une est supérieure à l'autre. Au contraire, je pense qu'elles sont complémentaires. Elles ont simplement des forces et des faiblesses différentes. Et si vous pensez que Luna est tout de même moins forte qu'Hermione, je me permets de vous rappeler qu'en première année, quand Ron et Harry se sont moqués d'Hermione, cette dernière s'est aussitôt enfermée dans les toilettes pour pleurer. Or, Luna subit des moqueries en permanence, et dans le livre, on voit que ça la touche. Mais malgré ça, elle garde le sourire et continue d'assumer pleinement qui elle est. Elles sont donc toutes les deux fortes et intelligentes, mais chacune à sa manière. Et elles se retrouvent tout de même sur le point essentiel de la saga, l'importance de l'amitié. Oh, c'est pas grave. C'est comme si j'étais avec un ami. Ah, je suis ton ami, Luna. C'est gentil. Depuis la mort de sa mère, Luna sait très bien ce que c'est de se sentir seule. Avant de rencontrer Harry, Hermione, Ron et Neville, elle n'avait qu'une seule amie, Ginny. Pourtant, c'est une personne dévouée et loyale. Elle sera l'une des premières à rejoindre l'armée de Dumbledore. Elle n'hésitera pas à participer à la bataille du département des mystères, ainsi qu'à la bataille de la tour d'astronomie, et évidemment à la bataille de Poudlard. Pour cette dernière bataille d'ailleurs, je trouve que le film ne lui a clairement pas suffisamment rendu justice. Mais je vous raconterai ça un peu plus tard dans la vidéo. Car même sans parler de ces batailles extraordinaires, Luna sait prouver son amitié au quotidien. Bien qu'elle soit serre d'aigle, quand son équipe ne jouait pas, elle arborait fièrement les couleurs de Gryffondor pour soutenir ses amis, allant même jusqu'à créer une tête de lion capable de pousser un rugissement terrifiant, d'une part pour amuser ses amis dans les tribunes et d'autre part pour que ses amis sur le terrain entendent clairement son soutien. Tu as une mine affreuse, Ron. Est-ce que c'est pour ça que tu as mis quelque chose dans son verre? C'est un tonique? Alors oui, Luna est maladroite dans sa manière de montrer son affection, car elle est peut-être restée seule trop longtemps. Mais c'est aussi pour cette raison qu'elle connaît la valeur de l'amitié et qu'elle est prête à tout pour soutenir celles et ceux qui ont été là pour elle. Des petits gestes simples mais tellement importants. Et si vous entrez dans sa chambre, vous pourrez admirer les magnifiques peintures au plafond représentant Harry, Hermione, Ron, Neville et Ginny, tous reliés entre eux par de fins traits d'or, constitués en fait du mot amitié répété à l'infini.
Pour la petite anecdote, lors de l'avant-première de Harry Potter et les Reliques de la Mort deuxième partie, le 7 juillet 2011 à Londres, J.K. Rowling a déclaré qu'il y avait 7 personnages au centre de l'intrigue. 7 personnages qu'elle a surnommés The Big Seven et dont Luna fait partie, avec à ses côtés Harry, Hermione, Ron, Neville, Ginny et Drago. Et c'est pour cette raison qu'il faut que je vous parle plus en détail de la bataille de Poudlard dans le livre, pour vraiment se rendre compte de l'importance de Luna. Quand vous voudrez, monsieur. Monsieur? Oh, Dobby l'aime beaucoup. Dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, la résistance du chicaneur dérange les Mange-Morts. Luna est donc emprisonnée pour faire pression sur son père, Xenophilius. Sa fille étant en danger de mort, on peut tout à fait comprendre qu'il ait tenté de livrer Harry au Seigneur des Ténèbres, en espérant la sauver. Il sera ensuite emprisonné à Azkaban et devra attendre la chute de Voldemort pour être libéré. Entre-temps, Luna est sauvée grâce à l'intervention de Dobby. Si j'aurais apprécié voir à l'écran son discours pour l'enterrement de ce dernier, je dois bien avouer que la mise en scène de la mort de Dobby était suffisamment triste comme ça. On devrait lui fermer les yeux. Tu ne crois pas? Voilà. Maintenant, c'est comme s'il dormait. Luna se cachera à la chaumière aux coquillages chez Bill et Fleur, mais reviendra pour se battre lors de la bataille de Poudlard. Et là, pour le coup, il y a 3 scènes du livre que j'aurais vraiment aimé voir à l'écran. Il y a le diadème perdu de Rowena Serdaigle. Oh merde, ça recommence. Le diadème perdu de Serdaigle? Personne n'en a entendu parler? Tout d'abord, quand Harry et Luna cherchent le diadème de Rowena Serdaigle, ils passent par la salle commune de Serdaigle et on apprend que pour y entrer, il ne suffit pas d'un mot de passe, mais qu'il faut répondre à une énigme différente à chaque fois. Oui, les Serdaigles sont casse-couilles, mais ça on le savait déjà et on assume complètement. L'énigme fut la suivante. Qui est apparu le premier ? Le phénix ou la flamme? On a donc affaire à une variante du paradoxe bien connu de l'œuf et de la poule. Si aucune réponse n'est censée être satisfaisante, Luna trouve pourtant la solution. Le cercle n'a pas de commencement. Comme pour nous enseigner que parfois, les questions les plus complexes demandent simplement de prendre du recul, pour voir les choses différemment, en acceptant avec humilité que la réponse n'est pas forcément concevable par notre esprit. Il faut que je te parle. Je suis un petit peu préoccupé là. Tu trouveras rien là où tu vas. Tu perds ton temps. Écoute, on parlera plus tard, d'accord Luna? Plus tard. Harry Potter, tu vas l'écouter maintenant. Ensuite, durant la bataille de Poudlard, Harry, Ron et Hermione se retrouvent face à des centaines de détraqueurs. À ce moment-là, Fred venait de mourir et Harry ne savait pas si Hagrid avait survécu. Le trio fut donc incapable de lancer le sortilège du Patronus, car le désespoir les avait envahis, jusqu'à ce qu'un lièvre, un sanglier et un renard surgissent de nulle part. Les Patronus de Luna, Ernie et Simus. Luna encouragera Harry simplement en lui rappelant qu'ils se battaient encore tous ensemble, ce qui lui permettra de repenser à un souvenir heureux les séances d'entraînement de l'armée de Dumbledore, et Harry parviendra finalement à produire son Patronus pour disperser les détraqueurs. Si je peux comprendre que la scène de l'énigme ne présentait pas un grand intérêt pour le cinéma, je trouve que cette scène aurait clairement mérité d'apparaître dans le film. C'est vrai que tu peux faire apparaître un Patronus? Enfin, dans le livre, Bellatrix Lestrange affronte simultanément Ginny, Hermione et Luna. Et pas seulement Ginny comme dans le film. Alors ce n'est qu'un détail, car comme c'est Molly qui finira par tuer Bellatrix pour protéger sa fille, ça avait du sens de montrer uniquement Ginny à l'écran. Je trouve simplement que ça aurait été bienvenu de représenter le trio féminin face à la folie destructrice de Bellatrix. Mais bon, en même temps, si on se penche sur le traitement des personnages du Big Seven dans les films, je pense que c'est Ginny qui est finalement la moins bien représentée, et à choisir pour Luna, j'aurais préféré voir la scène des Patronus. Tout ça pour dire que la bataille de Poudlard dans le livre était extrêmement forte au niveau émotionnel. Et à l'époque, je me souviens l'avoir lu à toute vitesse, en ayant peur pour absolument tous les personnages.
Si la fin de l'histoire pouvait laisser penser que Luna et Neville finiraient ensemble, ce ne sera finalement pas le cas. Luna épousera Rolf Dragono, le petit-fils de Norbert Dragono. Ils exerceront tous les deux la merveilleuse profession de magie zoologiste, et ensemble ils auront 2 enfants, des jumeaux Lysander et Lorcan. Il n'est dit nulle part si Luna a finalement réussi à prouver l'existence de toutes les étranges créatures qu'elle semblait imaginer. Aucune trace du ronflac cornu ou du nargol, et encore moins de l'énormus à babille. Mais peu importe, qu'elles soient réelles ou non, toutes ces créatures vivaient dans le cœur de Luna et ont contribué à développer son ouverture d'esprit, ce qui a dû lui permettre d'acquérir les mêmes qualités que Norbert au contact des animaux fantastiques. Si quelque chose est important pour vous, peu importe que ce soit réel ou non, Luna a sans doute imaginé toutes ces créatures, mais sa curiosité lui a permis de découvrir le monde avec son mari et de rencontrer des créatures fascinantes et bien réelles. Avoir une imagination débordante permet souvent d'avoir des rêves plus grands, et Luna a su faire de ses rêves une réalité. Et puis, ma mère disait souvent que les choses qu'on a perdues finissent toujours par revenir. Mais pas toujours de la façon qu'on pense. À l'instar de Norbert Dragono, beaucoup de personnes affirment que Luna présente le syndrome d'Asperger. En tout cas, elle est souvent associée à cette forme d'autisme. Pour ma part, j'ai l'impression qu'on a tendance à coller l'étiquette autiste à tous les personnages perçus comme plus sensibles ou plus perchés que la moyenne, et je trouve que c'est dommage. Si vous êtes vous-même autiste Asperger et que vous vous êtes identifié à l'un de ces 2 personnages, je ne suis personne pour remettre en question ce que vous avez ressenti. Tout comme je ne suis personne pour le remettre en question si vous avez ressenti la même chose sans pour autant être autiste Asperger. Pour citer les mots récents de Daniel Radcliffe, si vous avez trouvé quoi que ce soit dans cette histoire qui a résonné en vous et vous a aidé à un moment de votre vie, alors c'est entre vous et le livre que vous avez lu. Et c'est quelque chose de sacré. Donc je préfère éviter de me risquer à caricaturer les troubles du spectre de l'autisme qui sont déjà suffisamment mal compris par une majorité de la société. Mais si ça vous intéresse, je vous encourage à vous renseigner sur le sujet. Je crois que je vais aller manger du pudding. Et je ne peux pas faire une vidéo sur Luna sans vous parler de son interprète, Evanna Lynch. Véritable Potterhead depuis le départ, elle a longtemps été sujette à une grave anorexie et a déclaré qu'à l'époque, elle avait envoyé une lettre à J.K. Rowling pour lui dire que c'était son rêve de jouer le personnage de Luna, car justement, elle s'y était complètement identifiée. La réponse de l'auteur l'aurait encouragée à vaincre sa maladie. Quelques années plus tard, elle passe un casting ouvert pour le rôle de Luna face à 15 000 autres candidates. Le producteur de la saga déclarera alors « Plein d'autres pourraient jouer Luna, mais Evanna Lynch est Luna Lovegood ». Et pour la petite anecdote, c'est elle-même qui a fabriqué certains des bijoux que Luna porte dans les films. Oui, on peut dire qu'elle était sacrément investie dans son personnage, certainement parce que Luna avait joué un rôle important dans sa vie, à un moment où elle en avait eu besoin. Comment je suis? Extraordinairement normal. Génial. Ça faisait longtemps que j'avais envie de parler de Luna sur cette chaîne. J'avais une idée plutôt claire de ce que je voulais raconter, mais j'ai mis un temps fou à trouver les mots pour l'exprimer. Et finalement, en écrivant cette vidéo, ce sont les paroles d'Orelsan qui me sont revenues en tête pour la conclure. Avant, j'avais peur d'être pas normal. Quand je vois les gens normaux, je suis fier d'être pas normal. C'est ça que nous apprend Luna. Elle nous apprend à être fiers de qui nous sommes. Elle nous apprend qu'on peut voir le monde différemment, comme on a envie de le voir et pas comme les autres voudraient qu'on le voit. Elle nous apprend que ce que les autres perçoivent parfois comme une faiblesse peut aussi être notre plus grande force. Et si vous avez de l'affection pour Luna, c'est qu'au fond, vous pouvez avoir de l'affection pour la personne que vous êtes. Alors n'oubliez pas que chaque personnage mérite qu'on en parle si on prend la peine de voir l'histoire de son point de vue. C'est maintenant chose faite pour Luna Lovegood dans la saga Harry Potter. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, elle me tenait particulièrement à cœur et je suis très content de la sortir le jour de mon anniversaire. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent financièrement, que ce soit en me faisant un don sur Tipeee ou en regardant quelques publicités sur Utip. Comme toujours, merci de penser au pouce bleu et aussi à partager cette vidéo, ça m'aide énormément. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche, c'est très important pour ne rater aucune vidéo. Ah, et si le t-shirt vous plaît, comme d'habitude, il y a un lien et un code promo dans la description. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.
Tiens, papa. Harry n'a pas envie de nous parler pour l'instant. Il est trop poli pour nous le dire. Harry Potter.